Voilà le recueil des plans des châteaux, parcs et jardins de Chantilly, levé, dessiné en 1784 à l'intention donc de Paul Ier de Russie. Et Paul Ier de Russie donc va s'inspirer de ces plans pour réaliser différents jardins en Russie, notamment Pavlovsk, qui va reprendre en particulier certains détails des jardins de Chantilly. Alors c'est donc l'état de Chantilly tel qu'il était juste avant la Révolution française, avec donc le grand axe de Le Nôtre, qui a été dessiné à la fin du XVIIe siècle pour le Grand Condé, donc cet axe sud-nord qui traverse donc la forêt de Chantilly et qui vient couper donc l'axe est-ouest formé par la Nonette, cet affluent de l'Oise, qui traverse le domaine de Chantilly d'est en ouest. La Nonette va ensuite se jeter dans la rivière Oise. Et les parterres. Alors les parterres de Le Nôtre, qui nous sont conservés aujourd'hui, c'est la partie du jardin à la française qu'on connaît à Chantilly. Eh bien, elles paraissent, quand on les regarde du haut de la terrasse, complètement symétriques et parfaitement rectangulaires. Or, pas du tout. Quand on regarde le plan, on se rend compte qu'il y a une ligne de fuite. Depuis la terrasse, le plan s'élargit pour qu'on ait l'impression d'une profondeur, d'un élargissement des jardins pour qu'ils paraissent encore plus grands qu'ils ne sont. Alors dans ces jardins de Chantilly, créés par Le Nôtre, le tout premier jardin, c'est celui qu'on appelle le jardin de l'Orangerie, le parterre de l'Orangerie qui est ici. Pourquoi est-ce que Le Nôtre commence par ce jardin-là? Eh bien parce qu'il est tout simplement situé sous les fenêtres du Grand Condé, qui habite donc l'actuelle chambre de Monsieur le Prince, mais dans un décor très différent de l'état actuel, bien sûr, puisqu'on est à la fin du XVIIe siècle. Le Nôtre intervient en effet à partir de 1662 à peu près à Chantilly, pratiquement jusqu'à la fin des années 80, mais il viendra assez peu à Chantilly pour faire ses travaux. Il va se reposer beaucoup sur Gittard et puis sur ses proches, sur son agence en fait, et lui viendra assez peu à Chantilly parce qu'il est monopolisé par le chantier de Versailles pour le roi Louis XIV. Et le problème du Grand Condé, qu'on voit dans les correspondances conservées à Chantilly, eh bien, c'est d'arriver à faire venir l'architecte Le Nôtre sur le terrain. Et c'est plus souvent la famille de Le Nôtre qui se déplacera que l'architecte lui-même. Alors on voit ici donc la partie 17e, mais on voit aussi les jeux qu'on va retrouver un petit peu plus loin dans les différentes pages de l'album. Donc l'album fait une trentaine de pages. C'est absolument magnifique, c'est réalisé à la gouache, à l'aquarelle, avec en rose les bâtiments, en vert bien sûr les jardins, et ça donne une idée de l'ampleur du site, car le château n'est que l'épicentre en fait d'un jardin et d'un parc. On distingue le grand parc, qui est un parc de chasse, le petit parc d'attractions, offert par Louis-Henri de Bourbon à ses invités au début du XVIIIe siècle, le jardin du hameau, qu'on va voir plus en détail. Donc il y a différents niveaux de jardin dans l'ensemble de cette propriété. Alors si on parcourt un peu l'album, on se rapproche du château, bien sûr, avec le grand axe, les deux pavillons mansards qui sont à l'entrée, le bâtiment d'Enghien, qu'on appelait le bâtiment neuf à l'origine, lorsqu'il est construit lors du mariage du duc de Bourbon, fils du prince de Condé, avec sa cousine Bathilde d'Orléans. C'est le lien en fait entre la famille de Condé et la famille d'Orléans qui est celle du duc d'Aumale, qui héritera du domaine à l'âge de 8 ans en 1830. Et puis on voit les châteaux. En effet, dans la perspective de Le Nôtre, le jardin de Chantilly est le seul jardin où finalement le château est laissé sur le côté gauche, parce que c'est un château un peu biscornu, parce que médiéval, situé sur un rocher au milieu des eaux. Et donc Le Nôtre s'est arrangé pour faire passer sa perspective par ce grand axe qu'il a modifié. Il a reconformé, réorganisé les tentes de Sylvie et puis les douves, de façon à créer cet axe principal qui va venir croiser donc la rivière Nonette, et il passe par la statue du connétable. Donc ça, c'est une particularité de ce jardin de Le Nôtre, qui est celui de Chantilly, et on sait que c'était le jardin préféré de Le Nôtre, car à la fin de sa vie, Le Nôtre est mort assez âgé, il était né en 1613, il mourra en 1700, il écrit en 1698, 2 ans avant que de mourir: « Souvenez-vous de tous les beaux jardins en France, Versailles, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, et surtout Chantilly. » Alors pourquoi? Parce qu'il le dit dans sa lettre, parce qu'il y a conduit tout depuis sa dernière allée et avenue, mais surtout parce qu'il est très content de la surprise qu'il met en place pour certains des visiteurs, car quand on arrive au pied de la statue du connétable et qu'on s'approche du grand escalier, d'un seul coup, on voit apparaître les jardins dans leur immensité, alors que depuis la grille d'honneur, on est dans un espace plutôt sidéral, plutôt minéral, et en fait, on ne découvre les jardins et toute leur ampleur que du haut de la grande terrasse. Donc, terrasse fortifiée, et puis ces deux châteaux. Alors, la particularité qui nous frappe aujourd'hui, c'est le bras d'eau qui sépare le grand château, le château médiéval,
qui sera rasé à la Révolution, reconstruit après 1875 pour le duc d'Aumale. Et puis le petit château Renaissance, le château d'Anne de Montmorency, le château de Plaisance, bâti donc en contrebas du grand château et qui lui est relié par 2 ponts. Et entre les deux, il y a un bras d'eau qui ne sera comblé qu'en 1815, donc après la Révolution et l'Empire, pour le dernier prince de Condé. Le jardin de la Volière aussi, bien sûr, beaucoup plus modeste. Alors si on tourne les pages de cet album, on va découvrir, ce qui est évidemment une source précieuse pour les historiens de Chantilly, les plans des différents niveaux du grand château, avec le château 16e ici, le grand château là, les souterrains qui existent toujours, et donc les installations notamment des cuisines. Ce qui est actuellement notre restaurant de la Capitainerie est alors une cuisine. On voit les 2 grandes cheminées, dont l'une a été obturée. On voit également ce qu'on appelle le froid, donc l'endroit où Vatel va chercher le poisson le matin du 24 avril 1671, au moment donc, où il doit servir un repas de poisson à Louis XIV. On voit aussi l'importance des zones dédiées à la cuisine. Il y a la rôtisserie, il y a la pâtisserie, la fourrière également, le garde-manger. Voilà, donc tous ces lieux sont vraiment destinés, tout le sous-sol du château est destiné à la partie technique, avec notamment les offices ici, l'argenterie qui est là, la lingerie, où sont conservées les nappes, les serviettes. Voilà, donc tout un espace très important pour le service. Alors on va aussi franchir les étages, monter ici à l'étage noble avec notamment le grand escalier qui est installé à l'emplacement de l'actuelle terrasse de notre chapelle. Et donc on voit au centre, sur le palier du grand escalier, la statue du Grand Condé par Antoine Coisevaux qui est aujourd'hui sur le parterre nord dans l'axe de Le Nôtre, le dos à la Manche. Et voici enfin la découverte de l'intérieur du grand château. C'est la seule figuration authentique qu'on ait de notre château de Chantilly au XVIIIe siècle, avec ses décors magnifiques, ces boiseries de toute beauté qui hélas ne sont pas conservées aujourd'hui. Par contre, il y a un tableau qui est présent ici que nous connaissons. Il est aujourd'hui exposé au musée du Cheval, il est de Dubois et il représente donc une scène de chasse à courre à Chantilly au XVIIIe siècle avec les princes de Condé, revêtus de leur uniforme de vénerie, ventre de biche et amarante, chassant le cerf, avec le cerf qui va venir se faire prendre bêtement à l'intérieur de la cour des Chenil, dans les grandes écuries. Et il y avait d'ailleurs, jusqu'à la Révolution française, une statue en plomb au centre de la cour des Chenil qui montrait donc ce cerf pris par les chiens à l'intérieur de la cour. C'est une sculpture de Jean-Baptiste Stouff. Alors ici, une planche extraordinaire qui nous montre la fameuse galerie des actions de Monsieur le Prince, notre galerie des batailles, telle qu'elle était au XVIIIe siècle. Alors ce sont les tableaux que nous connaissons bien aujourd'hui, qui ont été fort heureusement restaurés, en grande partie avec le soutien des amis du musée. Mais on voit également le mobilier, avec notamment les petites sculptures qui y sont conservées et qui ont été confisquées à la Révolution, mais dont on a pu suivre la trace pour certaines d'entre elles, tout au moins. Alors vous voyez le soin avec lequel l'architecte a reproduit évidemment les dimensions des murs, mais aussi la qualité des tableaux, le moindre détail du décor des boiseries, des peintures de Sauveur-le-Comte qui figurent à l'intérieur de cette galerie. On retrouve ensuite le plan des châteaux, avec ici les parties hautes. Donc on est au niveau des combles du petit château et donc au premier étage du grand château avec l'étage royal, puisqu'on a ici l'appartement du roi. Dans chaque grand château princier, il y avait à l'époque l'appartement du propriétaire, le prince de Condé à Chantilly, et puis également en face l'appartement royal. Autre niveau de comble, cette fois-ci dédié plutôt au service. Ici le détail du fameux jardin de l'orangerie, du fameux parterre de l'orangerie qui faisait face donc à l'appartement du Grand Condé à l'origine, des princes de Condé plus généralement, avec sa fontaine centrale. Aujourd'hui c'est un jardin à l'anglaise qui a été modifié au début du XIXe siècle par Victor Dubois pour les derniers princes de Condé. Et ici la salle de spectacle, car le théâtre a toujours joué un grand rôle à Chantilly. Au temps du Grand Condé, on sait que Molière est venu jouer à Chantilly, qu'il était proche du Grand Condé, qu'il a soutenu dans sa querelle du Tartuffe, mais il y avait aussi beaucoup de pièces un peu plus amusantes qui étaient jouées lorsqu'on avait un hôte de marque qui venait à Chantilly, ou simplement qu'on jouait entre soi.
D'ailleurs, la bibliothèque où nous sommes, au XIXe siècle, la bibliothèque du théâtre, c'est un lieu qui a été aménagé pour que les derniers princes de Condé puissent jouer entre eux la comédie, puissent faire du théâtre à titre amical, à titre amateur. Alors ici, la prairie de Candy actuelle. Et puis, on va découvrir un autre élément important, c'est notre île d'Amour. Alors, c'est le pavillon de Vénus, comme on l'appelle à l'époque, qui a été mis au point donc, en 1765, avec ce cabinet entièrement recouvert de treillage. Il y avait des peintures à l'intérieur, hein, et donc on pouvait... c'est une sorte de presqu'île au milieu des eaux, au milieu du canal Saint-Jean, qui est un bras dérivé de la Nonette, qui va se jeter dans le grand canal au niveau du pavillon de Manse, bien en aval du château. Et on voit qu'il y avait de chaque côté des petits baraquements qu'on pouvait approcher de cet édifice, qui était le pavillon de Vénus. On en ouvrait les fenêtres, et par des ponts, on pouvait agrandir le pavillon de Vénus pour y faire des salles à danser. Ça nous est montré notamment par d'autres plans que nous conservons aujourd'hui et qui nous ont été donnés il y a quelques années. Le grand parterre. Donc ici, on voit très nettement donc, les lignes de fuite, hein, c'est-à-dire que depuis le grand escalier qui est ici, on a l'impression que le parterre en fait est plus grand qu'il ne l'est réellement, parce que le nôtre a intelligemment ouvert les perspectives, donc il s'écarte, et donc on a une impression de grandeur irréelle. La Manche aussi, cette pénétration du grand canal vers le château, qui est due tout simplement au fait qu'il y a énormément de sources dans cette zone-ci, et que le nôtre, ne pouvant finalement assécher cette partie du parc, c'était une zone de marécage avant son intervention, va tout simplement conserver cette zone d'eau. Chantilly, c'est le miracle des eaux, c'est le jardin de Le Nôtre où il y a le plus de superficie aquatique. Alors là, c'est la particularité du XVIIIe siècle, c'est le troisième des jardins de Chantilly qui a été rajouté par les princes de Condé entre 1774 et 1775. 1774, c'est un premier jardin anglo-chinois, avec des petites allées un peu tourmentées, des ponts un peu à la japonaise ou à la chinoise. Et puis l'année suivante, en 1775, Louis-Joseph fait construire par son architecte Leroy, Jean-François Leroy, cette maisonnette d'aspect rustique. Donc extérieurement, ce sont des maisons de chaume, des maisons à colombage. Et puis à l'intérieur, au contraire, il va y avoir un contraste avec ce qu'on va découvrir. Et alors, cette maisonnette porte les noms des pièces d'un appartement. On distingue en effet une salle à manger, un salon, une cuisine, alors un moulin, et puis également une bibliothèque et un billard. Et donc on va en découvrir l'intérieur grâce à cette planche extraordinaire du Comte du Nord, qui nous montre à la fois l'intérieur du salon, donc extérieurement une chaumière avec pan de bois, colombage, toit de chaume, et puis intérieurement un luxe, de la soierie rose, des mobiliers extraordinaires, extrêmement princiers, des boiseries même qui vont contraster avec l'aspect rustique extérieur. Même chose dans la salle à manger, qui se trouve juste en face. Ces deux maisons sont aujourd'hui conservées. Les extérieurs ont d'ailleurs été restaurés par Pierre-Antoine Gatier en 2008 pour la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly. Et donc, ces décors intérieurs surprenaient, parce qu'on entrait dans une chaumière rustique, et quand on était à l'intérieur, on arrivait sur un sol en gazon, avec quelques plantes, des allées sablées. On faisait asseoir les invités, le futur tsar de Russie tout de même, sur des rondins de bois. Et c'est là qu'on dégustait la plus appétissante crème dont nous parle la baronne d'Oberkirch, notre fameuse crème Chantilly qui est attestée en 1784. On la servait donc au hameau. Et donc la surprise totale était augmentée par le fait que sur les murs, il y avait un décor peint en trompe-l'œil qui représentait un sous-bois. Alors ce sous-bois s'est abîmé au cours des siècles. Le décor date donc des années 1775. Ensuite, sous le duc d'Aumale, en 1876, Brunner-Lacoste va pour le duc d'Aumale restaurer ce décor et peindre un nouveau décor également en forme de trompe-l'œil.